La lumière de la véranda vacillait tandis que Stéphane Mercier essuyait le comptoir de la cuisine pour la 3e fois ce soir-là. Une habitude nerveuse, un mouvement machinal pour occuper ses mains et son esprit agité. À travers la fenêtre striée de pluie, il pouvait voir le panneau « Chambre à louer » qu'il avait planté ce matin au bord du petit chemin menant à sa maison de campagne. L'encre, déjà, commençait à baver sous le crachin d'automne incessant qui enveloppait le paysage d'un voile gris et mélancolique. Son fils, Léo, était assis à la grande table en bois, alignant méticuleusement ses petites voitures en une file parfaite, un rituel immuable qu'il accomplissait chaque soir avant de monter se coucher. La concentration intense sur son visage d'enfant était un point de lumière dans la quiétude un peu lourde de la maison. Stéphane avait 42 ans. Ses cheveux bruns, autrefois épais, commençaient à grisonner aux tempes, un rappel quotidien et cruel des 3 dernières années écoulées depuis le décès de sa femme, Sandrine. La vie l'avait forcé à se réinventer, à devenir 2 hommes en un. Le matin, il était le vendeur serviable et compétent de la quincaillerie du village, l'odeur de la sueur et du métal froid imprégnant ses vêtements de travail. Le soir, après avoir récupéré Léo à l'école, il devenait le comptable méticuleux, jonglant avec les chiffres et les bilans de petites entreprises locales, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur jusqu'à tard dans la nuit. Le crédit immobilier, lui, n'avait aucune pitié pour le deuil ou la fatigue. La chambre supplémentaire à l'étage, l'ancien atelier de couture de Sandrine, était resté vide bien trop longtemps. Un sanctuaire silencieux rempli de souvenirs, mais les souvenirs ne payaient pas les factures. La décision de la louer lui avait coûté, comme s'il trahissait une promesse silencieuse faite à sa femme. « Papa, est-ce que quelqu'un va venir habiter avec nous ?» demanda Léo, levant ses grands yeux bruns, une réplique si parfaite de ceux de sa mère que le cœur de Stéphane se serra. Il s'accroupit à côté de son fils, forçant un sourire. « Peut-être, mon grand. On verra bien. » C'est à ce moment précis qu'il l'entendit. Un son faible, presque imperceptible, étouffé par le murmure de la pluie sur le toit en ardoise. Des pleurs. D'abord, il crut à un animal, mais le son était indéniablement humain, empreint d'une détresse qui lui pinça le cœur. Poussé par une inquiétude soudaine, Stéphane se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit. Là, recroquevillée sur les marches de la véranda, se trouvait une jeune femme. Elle ne pouvait avoir plus de 25 ans. Ses longs cheveux bruns étaient plaqués sur son visage par la pluie, sa robe en dentelle blanche, trempée, collait à sa silhouette menue et frissonnante. Elle serrait un petit sac à dos contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. « Mademoiselle, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il doucement pour ne pas l'effrayer. Elle sursauta et leva vers lui un visage ravagé par les larmes. Ses yeux étaient rouges et gonflés, des traînées de mascara coulaient sur ses joues pâles. La vision de son désarroi était poignante. Elle tenta de se relever, chancelant sur ses jambes engourdies. « Je suis désolé. J'ai vu votre panneau. La chambre. Je ne voulais pas déranger. Je vais partir. » Sa voix était un murmure brisé. « Attendez, » dit Stéphane en levant une main apaisante. « Vous êtes trempé jusqu'aux os. Entrez. On pourra parler de la chambre, mais d'abord, il faut vous sécher. » Elle hésita, son corps tout entier secoué de tremblements. Était-ce le froid, la peur, ou les deux à la fois? Stéphane ne pouvait le dire. Le doute et la méfiance luttaient dans son regard perdu. « Je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Mais je peux payer. Je vous le promets. J'ai juste besoin de quelques jours pour... » Entrez, répéta Stéphane, sa voix encore plus douce cette fois. Ce n'est pas un problème. Léo était apparu à ses côtés, se faufilant derrière sa jambe pour observer la scène avec une curiosité d'enfant. « Elle est toute mouillée, papa, » constata-t-il avec une gravité solennelle. « Je sais, mon fils. Pourquoi n'irais-tu pas chercher une des grandes serviettes dans la salle de bain ?» L'inconnu, rassuré peut-être par la présence de l'enfant, fit un pas hésitant à l'intérieur, laissant des gouttes d'eau s'égrener sur le parquet en chêne que Sandrine avait tant aimé. Elle avait franchi un seuil, pas seulement celui de la maison, mais celui d'une nouvelle et incertaine étape de sa vie. Ses yeux parcoururent le modeste gîte avec un air d'émerveillement. Elle semblait observer chaque détail, les meubles usés mais confortables, les photos de famille qui ornaient les murs des éclats de rire figés dans le temps, les petites voitures de Léo éparpillées près du canapé. C'était un foyer, un vrai, empreint de vie et d'amour.
Je m'appelle Stéphane, dit-il. Et voici mon fils, Léo. Il a 7 ans. Je m'appelle Manon, répondit-elle d'une voix à peine audible, acceptant la serviette que Léo lui tendait avec un « merci » murmuré qui se perdit presque dans le silence. Stéphane la guida vers le canapé et se dirigea vers la cuisine pour préparer une tisane. Pendant que l'eau chauffait dans la bouilloire, il l'observait discrètement. Quelque chose clochait. Sa robe, même trempée et froissée, avait l'air d'une pièce de créateur. Ses mains, bien que glacées, étaient douces, sans la moindre callosité, les mains de quelqu'un qui n'avait jamais connu le travail manuel. Elle ne portait aucun bijou, mais une marque plus pâle sur son annulaire gauche trahissait la présence récente d'une bague. Quand il revint avec la tasse fumante, elle enroula ses doigts tremblants autour de la porcelaine chaude avec une gratitude évidente. La chambre est à l'étage, commença Stéphane pour briser la glace. Elle est petite, mais il y a un lit, un bureau, une armoire. La salle de bain est partagée. Je demande 400 € par mois, charge comprise. Il marqua une pause, la regardant attentivement. Vous avez dit que vous aviez besoin de quelques jours. Manon hocha la tête, le regard fixé sur les volutes de vapeur qui s'échappaient de sa tasse. J'ai quitté la maison. Je devais. Mon père. Nous avons eu un différend. À propos de ma vie, de la personne que je devrais être, poursuivit-elle, la voix se brisant sur les derniers mots. Je me suis juste mise à marcher. Je n'avais rien prévu. Je savais juste que je ne pouvais pas y retourner. Stéphane reconnut ce regard. C'était le même qu'il avait vu dans son propre miroir 3 ans plus tôt, lorsque les factures de l'hôpital s'étaient accumulées et que l'assurance vie n'avait pas suffi. Le regard de quelqu'un dont le monde venait de s'effondrer sous ses pieds. L'expression d'un naufragé. Écoutez, dit-il avec une soudaine résolution. Restez ici cette nuit, sans frais. Réchauffez-vous. Reposez-vous. Demain, on verra pour les détails. Des larmes se remirent à couler sur les joues de Manon, silencieuse cette fois. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Vous ne me connaissez même pas. Non, admit Stéphane. Mais je sais ce que c'est d'avoir besoin d'aide. Et je sais aussi ce que c'est d'en recevoir de la part d'inconnus qui n'avaient aucune raison de s'en soucier, mais qui l'ont fait quand même. Il pensait aux voisins qui avaient apporté des repas pendant des semaines, aux amis qui l'avaient aidé à traverser les premières étapes insupportables du deuil. Ce soir-là, Stéphane donna à Manon un pantalon de survêtement et un vieux t-shirt pour dormir. Il la conduisit à la petite chambre sous les combles, avec son plafond en pente et son unique lucarne qui donnait sur la rue tranquille du hameau. Elle resta un long moment sur le seuil, la main caressant le bois du chambranle. C'était l'espace de ma femme, expliqua Stéphane à voix basse, sentant le besoin de le dire. Elle faisait de la couture, de la broderie. Elle créait de si belles choses. Elle serait heureuse que quelqu'un utilise à nouveau cette pièce. Manon se tourna vers lui, une question muette dans les yeux. Un cancer. Il y a 3 ans le mois dernier. Je suis désolé. Moi aussi. Stéphane esquissa un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Mais Léo et moi, on s'en sort. Un jour à la fois, n'est-ce pas? Manon hocha la tête. Un jour à la fois. Le lendemain matin, Stéphane se réveilla et découvrit Manon déjà levée, assise à la table de la cuisine avec Léo. Elle avait emprunté un vieux pull en laine de Sandrine dans l'armoire. Stéphane lui avait dit de se servir et ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval. Sous la lumière douce du matin, elle paraissait plus jeune, et profondément fatiguée. Je montrai mes voitures à Manon, annonça Léo fièrement. Elle préfère la rouge, comme moi. Ah oui? Fit Stéphane en mettant en marche la cafetière, l'arôme familier commençant à emplir la pièce. Eh bien, Manon, je dois bientôt partir travailler. Léo à école. N'hésitez pas à rester ici, à vous reposer. On pourra reparler ce soir. En fait, dit Manon en se levant rapidement. J'aimerais aider. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Le ménage, peut-être, ou du rangement? Je suis doué pour ça. Je veux mériter mon séjour. Stéphane réfléchit. La maison était raisonnablement propre. Mais les fournitures de couture de Sandrine étaient toujours dans des cartons, empilés dans le garage. Une tâche qu'il repoussait depuis 3 ans, une montagne de souvenirs trop douloureux à gravir.
Il y a des cartons dans le garage, dit-il lentement, la voix un peu rauque. Si vous voulez les trier, voir ce qui peut être gardé ou donné. Ce serait une grande aide. Mais seulement si vous vous en sentez le courage. Sans pression. Ça me plairait, dit Manon avec une sincérité qui le surprit. Vraiment. Au cours des jours suivants, un rythme tranquille s'installa. Stéphane allait à ses deux travails, Léo à l'école, et Manon, petit à petit, transformait la maison. Elle tria avec un soin infini les affaires de Sandrine, organisant les bobines de fil par couleur, pliant délicatement les coupons de tissu. Elle réorganisa les placards de la cuisine, planta même quelques fleurs dans les parterres devant la maison, qui était retournée à l'état sauvage. Le soir, quand Stéphane rentrait, épuisé, le dîner était souvent prêt. Des repas simples, mais préparés avec une attention qui réchauffait le cœur. « Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça », lui dit-il un soir alors qu'il faisait la vaisselle après un excellent bœuf bourguignon. « Je veux le faire », insista Manon. « Vous m'avez offert un refuge sûr. C'est la moindre des choses. » Votre père. S'aventura Stéphane avec précaution. Avez-vous pensé à l'appeler? La main de Manon s'immobilisa dans l'eau savonneuse. Il voulait que j'épouse quelqu'un que je n'aimais pas. Quelqu'un qu'il avait choisi. Un arrangement commercial, comme il disait. Quand j'ai dit non, quand j'ai dit que je voulais faire mes propres choix dans la vie. Elle secoua la tête, un souvenir amer assombrissant ses traits. Il m'a dit que si je franchissais cette porte, je ne serais plus sa fille. Je suis sûr qu'il ne le pensait pas. Vous ne connaissez pas mon père, l'interrompit-elle, sa voix soudainement ferme. Il n'est pas comme vous, Stéphane. Il ne comprend pas la gentillesse. Avec lui, tout est une question de contrôle, de victoire. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être ce qu'il voulait. Je ne peux plus. Stéphane sécha une assiette lentement, lui laissant l'espace pour parler. Et vous? Que voulez-vous? Si vous pouviez faire n'importe quoi. Manon eut un sourire triste. Je ne sais pas. N'est-ce pas terrible? J'ai 26 ans et je n'ai aucune idée de qui je suis ou de ce que je veux. J'ai été tellement occupé à être la fille de Jean Dubois, l'héritière parfaite, que je ne me suis jamais arrêté pour demander ce que Manon voulait. La main de Stéphane se figea. Jean Dubois? Comme dans Industrie Dubois? Manon se tourna pour le regarder, la peur vacillant dans ses yeux. Vous avez entendu parler de lui? C'était un des hommes les plus riches de la région, un magnate dont le nom était synonyme de pouvoir et d'influence. Stéphane posa le torchon. Manon, est-ce que vous me dites que? Est-ce que ça a de l'importance? Demanda-t-elle doucement. Je ne suis plus cette personne. Je ne veux plus l'être. Stéphane l'étudia un long moment. Non, dit-il finalement. Je suppose que non. Vous êtes Manon, la femme qui fait rire mon fils au petit déjeuner et qui a planté des fleurs dans le jardin de ma femme. C'est ça qui compte. Une vague de soulagement immense déferla sur le visage de Manon. Merci. Mais les choses commencèrent à changer. Une semaine après l'arrivée de Manon, Léo rentra de l'école l'air troublé. Papa, il y a des hommes qui ont posé des questions sur Manon à l'école. Ils ont parlé à Madame Dubois. L'estomac de Stéphane se noua. Quel genre d'hommes? Ils avaient des costumes. Du genre très sérieux, dit Léo, l'air inquiet. Est-ce qu'ils vont emmener Manon? Ce soir-là, après que Léo fut couché, Stéphane trouva Manon sur la véranda, enveloppée dans une couverture, le regard perdu dans les étoiles. Des gens ont posé des questions sur toi, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. À l'école de Léo. Manon ferma les yeux, résignée. Mon père. Il me cherche. Manon, vous avez 26 ans. Vous êtes une adulte. Il ne peut pas vous forcer à rentrer. Vous ne comprenez pas, dit-elle, la voix tendue par l'angoisse. Mon père n'est pas seulement riche, Stéphane. Il est puissant. Il a des relations, de l'influence. S'il veut me trouver, il me trouvera. Et quand il le fera. Elle se leva brusquement. Je devrais partir. Je vous ai déjà mis, Léo et vous, en danger. En danger? Stéphane se leva à son tour. De quoi parlez-vous? Mon père.
Il ne perd jamais, Stéphane. Jamais. S'il pense que vous m'aidez à le défier, il pourrait vous rendre la vie très difficile. Vos emplois, cette maison, même l'école de Léo. Je ne peux pas laisser ça arriver. Une vague de colère monta en Stéphane, non pas contre Manon, mais contre cet homme qu'il n'avait jamais rencontré. Un homme qui terrorisait sa propre fille et menaçait des inconnus pour le simple crime de lui avoir montré un peu d'humanité. Maintenant, écoutez-moi bien, dit-il fermement, le ton de sa voix ne laissant place à aucune discussion. J'ai perdu ma femme à cause de quelque chose que je ne pouvais ni combattre, ni changer, ni réparer. Le cancer se fiche de savoir si vous travaillez dur ou si vous aimez quelqu'un de tout votre cœur. Mais ça. Un tyran avec de l'argent. Ça, je peux le gérer. Il posa ses mains sur ses épaules, l'obligeant à le regarder. Vous n'irez nulle part. Sauf si c'est ce que vous voulez. Et si votre père a un problème avec ça, il peut venir me parler en personne. Les yeux de Manon s'emplirent de larmes. Pourquoi? Pourquoi risqueriez-vous tout pour quelqu'un que vous connaissez à peine? Parce que Sandrine aurait fait la même chose, dit Stéphane simplement. Parce que c'est la bonne chose à faire. Et parce que parfois, Manon, les gens ont besoin de savoir qu'ils comptent. Pas pour ce qu'ils ont ou pour qui est leur père, mais simplement parce qu'ils sont humains et qu'ils méritent la gentillesse. 2 jours plus tard, Jean Dubois arriva. Stéphane venait de rentrer de la quincaillerie lorsqu'une berline noire élégante se gara devant la maison, ses pneus crissant doucement sur le gravier. L'homme qui en sortit était grand et imposant, avec des cheveux argentés et une présence qui semblait exiger l'attention de tous. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que le remboursement mensuel du crédit immobilier de Stéphane. Stéphane sortit sur la véranda, croisant les bras sur sa poitrine. Léo était chez un ami, et c'était sans doute mieux ainsi. Monsieur Mercier, je présume? La voix de Jean Dubois était lisse, contrôlée, glaciale. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Si vous parlez de Manon, elle n'est pas une chose, et elle n'appartient à personne. L'expression de Dubois se durcit. Vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Ma fille est perturbée. Elle n'a pas toute sa tête. Elle doit rentrer à la maison. C'est une adulte. Elle peut faire ses propres choix. Vraiment? Dubois s'approcha d'un pas. Avez-vous la moindre idée de ce dans quoi vous vous êtes fourré? Je pourrais vous ruiner, monsieur Mercier. Votre travail à la quincaillerie, j'en connais le propriétaire. Vos clients en comptabilité, je pourrais m'assurer qu'ils aillent tous voir ailleurs. Cette maison, cette vie que vous avez construite. Je pourrais tout vous enlever d'un claquement de doigts. Stéphane sentit son cœur battre à tout rompre, mais il ne s'y a pas. Peut-être bien. Mais vous savez quoi? J'ai déjà perdu la chose la plus importante de ma vie. Ma femme est morte dans mes bras il y a 3 ans. Alors vos menaces d'argent et de travail. Elles ne me font pas aussi peur que vous le pensez. Quelque chose vacilla dans le regard d'acier de Dubois. Vous êtes un imbécile. Peut-être, mais je suis un imbécile qui peut regarder son fils dans les yeux en sachant que j'ai fait ce qui était juste. La porte s'ouvrit derrière Stéphane et Manon apparut. Elle semblait terrifiée, mais son menton était levé, ses yeux brillants de détermination. Père. Manon, monte dans la voiture. La voix de Dubois était un ordre, froid et tranchant. Non. Un instant, Dubois parut véritablement choqué, comme si ce simple mot était une langue étrangère. Que as-tu dit? J'ai dit non. Manon s'avança pour se tenir aux côtés de Stéphane. Je ne reviendrai pas. Je n'épouserai pas Lucas. Je ne dirigerai pas une entreprise qui ne m'intéresse pas. J'ai fini de vivre ta vie. Tu jettes par la fenêtre tout ce que j'ai construit pour toi. Ton héritage, ta position, ton avenir. Mon avenir? Manon eut un rire sans joie. Quel avenir, père? Celui où je suis malheureuse dans un mariage sans amour? Où je passe chaque jour à prendre des décisions auxquelles je ne crois pas pour une entreprise que je n'ai jamais voulu diriger? Ce n'est pas un avenir. C'est une prison. Tu fais du mélodrame. Je suis honnête. La voix de Manon monta d'un cran. Pour la première fois de ma vie, je suis honnête. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas de ton entreprise. Je veux juste être moi.
Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ça? Dubois regarda sa fille, un très long moment. Quelque chose dans son visage se fissura. Ce n'était pas de la douceur, mais la rigidité semblait s'effriter. Tu le penses vraiment? Oui. Il se tourna vers Stéphane. Et vous? Ce n'est pas son argent qui vous intéresse? Je ne savais même pas qui elle était il y a une semaine, répondit Stéphane. Et honnêtement, ça n'a aucune importance. C'est une personne bienveillante qui avait besoin d'aide. C'est tout ce qui a compté. Dubois resta silencieux un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était différente, plus vieille, plus lasse. Sa mère disait toujours que je me souciais plus de gagner que d'être heureux. Je lui répondais qu'elle avait tort. Il regarda Manon. J'ai passé 20 ans à lui prouver qu'elle avait raison, n'est-ce pas? Les yeux de Manon s'écarquillèrent. Père, je voulais tout te donner, continua Dubois. La sécurité, le pouvoir, le succès. Je pensais qu'en construisant un empire assez grand, tu serais protégé de tout ce qui pourrait te blesser. Mais c'est moi qui t'ai fait le plus de mal, n'est-ce pas? Une larme roula sur la joue de Manon. Je voulais juste que tu me voies. Pas comme ton héritière ou ton employée. Juste comme ta fille. Jean Dubois se tenait là, sur la modeste véranda de Stéphane Mercier. Ce titan de l'industrie, et pour la première fois depuis des décennies peut-être, il avait l'air incertain. Je ne sais pas si je sais comment faire ça. Alors apprends, dit doucement Manon. Il n'est pas trop tard. Stéphane observait la scène, en silence. Ce n'était pas son moment, même si cela se déroulait devant sa maison. Parfois, la plus grande gentillesse consistait simplement à être un témoin silencieux, à être présent sans interférer. Si je te laisse ici, dit Dubois lentement, est-ce que tu m'appelleras au moins? Pour me dire que tu vas bien. Manon hocha la tête. Je le ferai. Et ce mariage avec Lucas? Ça n'arrivera pas. Je suis désolé, père, mais ça n'a jamais été une option. Dubois soupira profondément. C'était le fils d'un associé. Ça semblait logique. Mais ta mère. Elle m'aurait arraché la tête pour avoir seulement suggéré une chose pareille. Il regarda Stéphane. Vous veillerez sur elle. Aussi longtemps qu'elle voudra rester, affirma Stéphane. Dubois fouilla dans sa veste et en sortit une carte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. L'un ou l'autre. Il l'attendit à Manon, puis se retourna vers sa voiture. Avant de monter, il marqua une pause. Manon, ta mère serait fière de toi. De la façon dont tu t'es défendue. J'aurais dû le lui dire plus souvent quand elle était en vie. Je devrais le dire plus souvent maintenant. Puis il disparut. La berline noire s'éloigna dans la rue tranquille. Manon s'effondra sur les marches de la véranda et Stéphane s'assit à côté d'elle. Aucun ne parla pendant un long moment. Je pensais que ça se passerait différemment, dit enfin Manon. Comment ça? Je ne sais pas. Plus de cris, plus de menaces. Il n'a jamais reculé devant rien. Peut-être qu'il est fatigué de se battre, suggéra Stéphane. Ou peut-être que de te voir lui tenir tête lui a fait réaliser quelque chose. Les parents sont des gens comme les autres, Manon. On fait des erreurs. Parfois, des grosses. Mais la plupart d'entre nous, on essaie de faire de notre mieux, même quand notre mieux n'est pas terrible. Manon posa sa tête sur son épaule. Merci. Pour tout. Tu n'as pas à me remercier. Si, je le dois. Tu m'as donné plus qu'une chambre, Stéphane. Tu m'as donné l'espace pour découvrir qui je suis. Tu n'as rien demandé en retour. Tu n'as pas essayé de me réparer ou de me changer. Tu m'as juste laissé être. Ils restèrent assis ensemble alors que le crépuscule enveloppait le jardin, deux âmes qui avaient trouvé un réconfort inattendu dans la compagnie de l'autre. Au cours des semaines suivantes, Manon commença à reconstruire sa vie. Elle trouva un emploi à la librairie locale, un emploi au SMIC qui lui donnait une immense satisfaction. Elle commença à suivre des cours d'art à la Maison des Jeunes et de la Culture, MJC. Elle appelait son père une fois par semaine. Des conversations maladroites au début, mais qui devinrent lentement plus faciles. Et elle resta dans la petite chambre à l'étage, bien que Stéphane lui ait dit à plusieurs reprises qu'elle pouvait se permettre mieux maintenant qu'elle travaillait.
J'aime être ici, disait-elle. C'est comme à la maison. Un soir, environ 2 mois après sa première arrivée sur la véranda, Stéphane trouva Manon dans la cuisine, aidant Léo à faire ses devoirs. Si tu as 12 pommes et que tu en donnes 5, disait Manon, combien t'en reste-t-il? 7. Annonça Léo fièrement. C'est ça. Tu deviens très fort. Stéphane sourit en les regardant. Sandrine aurait aimé Manon, pensa-t-il. Elle aurait apprécié sa gentillesse avec Léo, sa présence douce dans leur foyer. Dis, Manon, dit soudain Léo. Est-ce que tu vas rester pour toujours? Manon jeta un regard incertain à Stéphane. Je ne sais pas, mon grand. Tu aimerais que je reste? Oui. Dit Léo avec enthousiasme. Tu fais de bonnes crêpes et tu es gentille. Et papa sourit plus, maintenant. Plus tard, après que Léo fut au lit, Manon et Stéphane étaient assis sur la balançoire de la véranda que Sandrine avait tant aimée. Il a raison, tu sais, dit Manon. Tu souris plus. Toi aussi, répondit Stéphane. Je me sens plus moi-même que jamais. C'est étrange. Avant, j'avais tout, l'argent, le statut, la sécurité. Mais j'étais misérable. Maintenant, j'ai un emploi au SMIC et une chambre en location, et je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Ce n'est pas étrange, dit Stéphane. Ça s'appelle vivre sa propre vie, selon ses propres termes. Manon le regarda d'un air songeur. Et toi, Stéphane? Quand est-ce que tu recommences à vivre ta vie? Pas seulement pour Léo, mais pour toi. C'était une question qu'il avait évité de se poser pendant 3 ans. Je ne sais pas. Sandrine et moi, on avait des projets. Des voyages, des passions que nous voulions développer quand Léo serait plus grand. Tout ça est mort avec elle. Mais tu n'es pas mort, dit Manon doucement. Tu es toujours là. Et je pense. J'espère. Que Sandrine voudrait que tu sois heureux. Pas seulement que tu survives, mais que tu vives vraiment. Stéphane sentit cette oppression familière dans sa poitrine, le chagrin qui ne disparaissait jamais tout à fait. Mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Peut-être que tu as raison, dit-il à voix basse. 6 mois après que Manon se soit présentée sur sa véranda, Stéphane rentra à la maison et eut une surprise. Manon et Léo avaient décoré la cuisine avec des guirlandes et des ballons. Un gâteau trônait sur la table avec « Joyeux 3 ans » écrit en glaçage. 3 ans? Demanda Stéphane, confus. Depuis le décès de Sandrine, dit doucement Manon. Léo m'a dit que vous ne célébriez jamais sa vie, que vous ne faisiez que pleurer sa mort. On s'est dit qu'il était peut-être temps de se souvenir des moments heureux. Stéphane sentit les larmes lui piquer les yeux. Sur le mur, Manon avait accroché des photos de Sandrine, souriante, rieuse, vivante. Au centre, une photo de leur mariage, jeune et plein d'espoir. On a fait son gâteau préféré, dit Léo. Manon m'a aidé à trouver la recette. Ils s'assirent ensemble, tous les trois, et partagèrent des histoires sur Sandrine. Léo raconta comment elle chantait des chansons idiotes. Stéphane se souvint de leur premier rendez-vous, de sa nervosité. Manon écoutait, honorant une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. Elle avait l'air merveilleuse, dit Manon. Elle l'était, acquiesça Stéphane. Elle serait contente que tu sois là, Manon. Elle disait toujours que notre maison devait être un lieu de guérison. Elle l'a été, dit Manon. Pour nous tous, je crois. Le temps poursuivit sa marche douce et inexorable. Manon prit plus de cours, s'inscrivant finalement à temps plein à l'université pour étudier le travail social. Elle voulait aider les gens qui étaient perdus, comme Stéphane l'avait aidé. Sa relation avec son père s'améliora lentement. Jean Dubois se mit à appeler plus souvent, posant des questions sur ses cours, sur sa vie. Il vint même dîner une fois, s'asseyant maladroitement à la modeste table de Stéphane, essayant de comprendre cette vie que sa fille avait choisie. « Vous vous êtes bien occupé d'elle » dit Dubois à Stéphane alors qu'il partait ce soir-là. Ce n'était pas un remerciement, mais une marque de respect. La maison de campagne, autrefois silencieuse et chargée de deuil, était maintenant remplie des rires de Léo, de l'odeur du café le matin et des conversations tardives sur la véranda. C'était devenu un foyer à nouveau, non pas en remplaçant ce qui avait été perdu,
mais en construisant quelque chose de nouveau et de beau sur des fondations d'amour et de gentillesse inattendues.